Bonjour tout le monde, ici Simon Leclerc. Ça me fait très plaisir de revenir vers vous en ce début d'année 2022 pour vous offrir une capsule que je vous avais promis que j'allais faire. En fait, je voulais la faire en décembre, mais ça a été un peu plus laborieux mon installation. Vous êtes ici dans mon nouveau lieu de vie. En fait, je ne vous ferai pas une visite guidée, mais je suis dans un nouveau lieu dans les Laurentides, alors j'apprécie beaucoup cet environnement. Le temps de m'installer, tout ça, les derniers mois ont été assez sollicitants, c'est le moins que je puisse dire. Mais aujourd'hui, ça me fait très plaisir de revenir. J'avais promis que je vous ferais une capsule sur les mémoires, alors la voici. C'est aujourd'hui que je voulais vous parler d'un thème qui est vraiment majeur. Je dirais peut-être particulièrement en cette période actuelle, un peu je sais pas, je peux dire de folie planétaire, mais du moins d'agitation planétaire. Et j'avais envie de vous offrir une capsule sur les mémoires parce que c'est peut-être la chose que moi je rencontre le plus ces temps-ci dans mes consultations. Puis je dirais que c'est aussi un des éléments qui est très mal compris. Parce que la mémoire, on a l'impression qu'elle agit. C'est quoi une mémoire d'abord? Une mémoire, c'est un élément qui s'inscrit en nous, je dirais la plupart du temps, à partir de l'espace inconscient. C'est un élément qui se dépose en nous, comme un manteau, qui vient se déposer en nous et qui agit dans nos corps énergétiques comme une autre partie de nous qui crée en parallèle. C'est-à-dire que si moi je donne souvent l'exemple, si je veux être fier parce que j'ai honte, si je veux être beau parce que je me trouve laid, on est coincé en dualité. La mémoire, c'est la partie de nous qui a ancré l'élément dualiste. C'est-à-dire que c'est la partie de nous qui a inscrit soit un choc émotionnel, soit une décision qu'on a prise. Ça peut être aussi un conditionnement. Ça fait tellement de fois qu'on a essayé de se relever dans les mêmes conditions, puis on n'y arrive pas. Donc, la mémoire, elle dit, oublie ça, c'est impossible, tu ne pourras jamais t'en sortir. Donc, on peut parler de conditionnement, de croyance, on peut parler d'un choc émotionnel ou d'une inscription émotionnelle. Sans nécessairement être un choc, il y a une inscription. Par exemple, on a vécu un rejet, on a une émotion de rejet, puis l'émotion de rejet, si on ne la gère pas correctement, puis correctement, je vais en parler un peu plus tard, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aller la ressentir. Donc, si on ne prend pas le temps de gérer notre émotion, elle se dépose en nous comme une mémoire. Vous aurez compris aussi que les mémoires agissent dans les corps énergétiques, mais elles proviennent de cette vie-ci et, comme vous le savez maintenant, elles proviennent aussi de d'autres vies. Mais, comme je le dis tout le temps, ce n'est jamais nécessaire d'aller voir les vies passées pour comprendre et évoluer. Tout se trouve dans le présent. Si on porte le rejet, il y a bien des chances qu'on va arriver avec le rejet. Si on l'avait en nous comme un élément qui n'a pas été géré, on va arriver avec ce thème-là et la vie va nous faire revivre le rejet. Tout ça pour nous ramener à quoi? À ressentir le rejet, qui est la porte d'entrée pour la sagesse. Donc, à partir du moment où on va ressentir l'élément qu'on va vivre, mais ressentir veut dire vraiment ressentir, pas ressentir, vous aurez compris. Donc, on arrive vraiment à ressentir la mémoire, elle devient un élément de sagesse pour nous et non plus un boulet qu'on traîne dans la vie. Les gens se posent souvent des questions par rapport aux mémoires parce qu'ils vont se dire, si on parle plus de mémoire en termes de conditionnement, par exemple, si je n'arrive pas à changer ma réalité, je vais dire, ça peut pas être une mémoire puisque ça ne vient pas d'une décision consciente. Par exemple, si je veux créer une nouvelle réalité et je n'arrive pas à la créer, la mémoire, elle va dire, il y a un obstacle, un frein, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, un choc émotionnel, ça peut être un conditionnement, une croyance, ou il y a quelque chose dans cette situation-là qui n'a pas été géré. Par exemple, je veux réussir pour prouver à mon père que j'ai la capacité de réussir. Déjà, il y a une émotion de se sentir petit face au papa et qu'on a besoin de prouver sa valeur. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression de ne pas avoir de valeur. Donc, si on recule l'équation, vous allez comprendre que l'émotion derrière, c'est « je n'ai pas de valeur ». Et si notre but pour réussir, c'est d'éviter de sentir que je n'ai pas de valeur, vous aurez compris que ça va créer nécessairement un obstacle dans la vie, puis la réussite va être freinée par l'émotion. Donc, on pourrait dire que dans ce cas-ci, l'émotion, c'est une mémoire inscrite peut-être parce que très jeune, l'enfant s'est imaginé qu'il existait à travers la réussite, à travers
Je cours, j'ai de l'attention, je fais des dessins, j'ai de l'attention, j'ai des bonnes notes, j'ai de l'attention. Donc, réussir égale avoir de l'attention, égale avoir de l'amour. Donc, l'inverse, vous aurez compris que ça nous amène à avoir une émotion d'échec qui nous fait perdre l'amour et la reconnaissance. Et à ce moment-là, ça va agir comme une mémoire. La mémoire, qu'est-ce qu'elle fait dans la réalité? C'est qu'elle donne des permissions. J'aime bien imaginer la mémoire comme une partie de nous en parallèle qui donne des permissions. Par exemple, si j'ai une mémoire de me sentir vulnérable, victime, parce que, ben, je vais donner la permission à des êtres d'abuser de moi. Je vais donner la permission à des êtres dans l'énergie de venir m'envahir ou de prendre du territoire si j'ai de la difficulté à fixer des limites, par exemple. Et la mémoire, elle va donner des permissions. Évidemment, ce n'est pas fait au niveau de la conscience. Ce n'est pas une permission consciente. On n'appelle jamais un envahisseur pour dire « cher envahisseur ». Voici les dates où tu peux venir m'envahir, ça va me faire plaisir de t'inviter. Vous aurez compris que ça se fait tout au niveau de l'inconscient, mais ça se fait pareil. Donc la mémoire, elle agit dans l'inconscient, dans l'invisible, et elle va donner la permission à un être de venir nous faire vivre le thème qui correspond à la mémoire. Souvent, on perçoit les mémoires comme des éléments, des freins à notre bonheur et à notre évolution, mais au contraire, ils sont des miroirs grossissants. En fait, les éléments visible de la mémoire, pas la mémoire parce que la mémoire on ne la voit pas, mais la création de la mémoire, ce sont des éléments visibles qui nous font observer d'où provient la mémoire, ou du moins sa consistance. On apprend à travers les obstacles que crée la mémoire, de quoi est contenu, qu'est-ce que contient cette mémoire-là. Et vous aurez compris que la mémoire, elle, tout ce qu'elle cherche, c'est pas un élément évolutif dans le sens, c'est pas un maître qui vient s'asseoir avec nous et qui nous fait un enseignement. La mémoire, elle fait juste répéter son contenu. Et elle le répète dans la matière. Les éléments qui sont plus au niveau des conditionnements et des croyances vont créer des situations extérieures. Si j'ai le conditionnement de l'échec, je vais créer une situation d'échec ou des situations d'échec. Si j'ai la croyance que je suis trop petit pour y arriver, je vais reproduire des gens qui vont me dire « Oh mon Dieu, tu n'es pas assez crédible, tu n'as pas de diplôme, tu n'es pas assez compétent. » Et je vais reproduire dans la matière mon thème. Quand on est dans le corps émotionnel, et j'aimerais vraiment attirer l'attention des gens qui m'écoutent aujourd'hui, quand on est dans le corps émotionnel, c'est beaucoup plus subtil parce que le corps émotionnel est collé sur le corps physique. Et un peu comme des bassins versants qui se versent imaginez des bassins, il y a le corps mental, le corps émotionnel, le corps physique. Il y a d'autres corps énergétiques, mais je veux juste simplifier l'équation. Donc, on pourrait dire qu'il y a une croyance, il y a des situations qui sont créées par la croyance, il y a un corps émotionnel qui, lui, va vivre des émotions liées à la situation. Donc, la croyance crée une situation qui réveille des émotions. Et si les émotions ne sont pas gérées, elles se répercutent dans le corps physique. Blocage, un nœud, un nœud dans le dos, un coude qui ne va pas bien, un organe qui va moins bien. Et à ce moment-là, le corps physique devient le récipiendaire de l'émotion qui n'est pas gérée. Une émotion, ça n'a pas de personnalité dans le sens, ce n'est pas rationnel, ce n'est pas un être avec qui on peut négocier, on peut s'asseoir avec une émotion, dire « Chère émotion de honte, j'aimerais mieux que tu t'en ailles, je ne suis pas bien avec toi. » On ne peut pas négocier, on ne peut pas s'en débarrasser, ce n'est pas une verrue qu'on essaie d'enlever. Une émotion, c'est un point d'ancrage de sagesse. C'est par les émotions que l'âme acquiert la sagesse d'une expérience. Les expériences, je serais d'accord avec moi qu'on peut en vivre une après l'autre. On peut vivre 14 fois le rejet, puis attendre la 15e fois, puis après ça, on va se rendre à la 16e. Qu'est-ce qui va permettre à l'âme de terminer l'expérience? Des fois, il y a une confusion d'ailleurs, si vous me permettez la parenthèse. Les gens imaginent que l'âme, c'est l'être déjà rendu de notre âme, de notre être. En fait, c'est peut-être une question de sémantique, mais pour moi, l'âme, c'est vraiment la bibliothèque. Quand on parle de l'être de sagesse, pour moi, c'est l'esprit. Et l'âme est au service de notre voyage sur Terre, parce que c'est l'âme qui emmagasine la sagesse,
qui emmagasine la connaissance, qui emmagasine les expériences qu'on a vécues en tant que vécu, en tant que connaissance, à travers le corps émotionnel. Alors que l'esprit, c'est un peu comme le phare dans la nuit qui éclaire le chemin. L'âme nous permet de vivre des situations et d'en extraire la sagesse. C'est pour ça que c'est souvent au niveau de l'âme que les obstacles se produisent, parce que quand l'âme n'a pas terminé un apprentissage, parce que les émotions n'ont pas été gérées, c'est l'âme, dans ma compréhension bien sûr, je vous demande de garder votre discernement si vous avez une autre façon de l'expliquer. Je n'ai pas besoin d'avoir raison, mais je vais juste vous expliquer que c'est l'âme qui va recréer des scénarios pour que l'émotion qui n'a pas été gérée soit gérée. Donc l'âme va collaborer avec la grande main de Dieu, de l'univers, de la source, appelez-la comme vous voulez, pour reproduire le scénario qui va revivre les émotions. L'âme n'a pas besoin de vivre un drame, elle a besoin de vivre les émotions du drame. Vous comprenez la nuance? Sauf que ça prend le drame pour vivre les émotions, mais des fois, on peut avoir l'apparence d'un drame. On peut avoir un voisin qui vit un drame, qui nous ramène une émotion qu'on n'a pas gérée à un moment de notre vie. Et si on arrive à connecter à l'émotion qui est là, on va pouvoir faire le processus sans avoir besoin nous-mêmes de revivre le scénario. Par exemple, et c'est un exemple que je décris dans le livre qui devrait sortir cette année, si quelqu'un se dirige droit vers la faillite parce que, et que la faillite est toujours le scénario qui fuit toutes les pirouettes et les culbutes qu'on fait pour ne pas se rendre à la faillite, si tout ça fait partie de l'équation puis on n'arrive pas à gérer les émotions, de la panique dans laquelle on est plongé à l'idée de faire la faillite, avec toutes les sensations, je vais perdre le visage, la face, tout le monde va rire de moi, je vais être un échec social. Et si tout ça est réveillé puis que ça nous fait juste nous débattre encore plus pour arriver à des solutions, vous aurez compris que l'âme n'aura pas géré les émotions de la faillite et il se peut qu'à ce moment-là, la seule solution, c'est de faire faillite. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen de nous faire vivre les émotions de la faillite. Mais vous aurez compris que si la personne est capable de se projeter dans l'émotion de la faillite sans faire faillite, donc on peut dire, imaginer, dramatiser le scénario et aller vraiment au fond du drame. C'est d'ailleurs une des suggestions que je donne dans des ateliers, c'est imaginer un scénario qui est difficile pour vous à gérer et imaginez le pire. Imaginer le pire ne veut pas dire nourrir le pire. Il y a vraiment une nuance importante ici à apporter parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que si, par exemple, reprenons l'exemple de la faillite, si j'ai peur de faire faillite, puis que j'imagine mon être en train de faire faillite, puis que je ressens les émotions, je vais dire « Ah, mon Dieu, je vais amplifier la faillite, je suis en train d'utiliser mon pouvoir pour nourrir le négatif, puis il faut que je sois positif. » Ce qu'on ne comprend pas, c'est que le négatif et le positif, s'ils sont en interrelation, en interréaction, on n'est ni d'un bord ni de l'autre, on est coincé dans la polarité, la dualité. Si on veut être positif pour oublier qu'on est négatif, vous aurez compris qu'on n'est pas plus positif, on est en train de nier à partir du positif le négatif. C'est comme je dis toujours, c'est mettre des confitures de positif sur le négatif. Ça ne nous ramène pas dans notre pouvoir. Ce qui nous ramène dans notre pouvoir, c'est d'être au point zéro. Au point zéro, là, on peut choisir sa direction. Mais si on veut être positif pour oublier qu'on est négatif ou une pensée négative, on n'est pas au point zéro, on est dans dualité. Et Dieu, la source, vous l'appelez comme vous voulez, elle existe au point zéro. Le pouvoir de Dieu est au point zéro. Au point zéro, là, je peux choisir ma direction et tout en moi s'en va là. Si je veux aller là-bas, tout en moi va y aller. Mais si je veux aller là-bas, à partir du point zéro, c'est bon, mais si je vais aller là-bas, à partir de la peur d'aller là-bas ou du jugement d'aller là-bas, vous aurez compris que mon énergie est tiraillée entre les deux. Donc, si je reviens à mon exemple, l'âme, elle veut extraire la sagesse d'une expérience. Donc, si vous imaginez un scénario qui vous contrarie, la plus belle façon de l'amener à la lumière, c'est de le dramatiser. De le dramatiser par la forme pensée, pour en ressentir les émotions. Je ne parle pas de dramatiser comme un film au cinéma, de dire « Oh, ça va être fini », là, puis on fait ça en mangeant des chips ou en faisant des mots croisés, ça ne fonctionnera pas. On doit le faire
avec les émotions. Donc, on doit vraiment vivre le bain, la sensation d'être complètement plongé dans l'expérience. Et de cette sensation-là, où on dramatise le scénario, nécessairement, il y aura des émotions qui vont se réveiller. Et la clé est dans les émotions qui se sont réveillées, qu'on arrive à les extraire et à les ressentir. Les extraire, c'est peut-être pas le bon terme parce qu'on a l'impression qu'on les enlève, mais à extraire les émotions de l'expérience, à les ressentir les émotions. Et à ce moment-là, les émotions ressenties pendant à peu près 30 secondes, 40 secondes, vont se calmer. Et quand il y a une accalmie, vous allez sentir qu'à ce moment-là, c'est l'âme qui vient de prendre le relais, c'est-à-dire qu'elle a récupéré une expérience en tant que sagesse, connaissance. Et c'est là qu'on arrive au point zéro, là où on peut décider d'une nouvelle réalité. Il y a donc, à partir de l'expérience qu'on va amplifier, des émotions qui vont être réveillées. Les émotions sont la porte d'entrée de la sagesse. C'est vraiment comme ça qu'on évolue sur Terre. Les émotions sont très typiques au plan terrestre. Les émotions ne se vivent pas de la même façon dans les plans subtils. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ça ne se vit pas de la même façon. Ici, on est vraiment sur un plan où le corps émotionnel, qui est très près du corps physique, fait partie de l'équation. Et quand on décède, on laisse les émotions qui ne sont pas gérées sur Terre. En d'autres termes, on laisse l'énergie du corps émotionnel. Je ne suis pas un spécialiste dans tous les corps énergétiques, lequel nous suit, lequel reste derrière, mais ce que je sais, c'est que dans mes pratiques, je vois toujours les éléments du corps émotionnel qui ne sont pas gérés comme des éléments qui flottent sur Terre, qui sont laissés derrière quand on retourne dans notre lumière. En d'autres termes, on peut aller très loin dans notre lumière après la vie, mais laisser ce que moi j'appelle des énergies orphelines derrière. Et ces éléments-là sont majeurs dans le plan évolutif parce que c'est à travers la récupération des énergies orphelines qu'on grandit en sagesse et en conscience. Donc, il faut comprendre que les mémoires, qui en ce moment sont très agitées sur un plan terrestre, parce que ce sont des mémoires qui nous font imaginer le pire tout en espérant la résolution, espérant le nouveau monde, le fameux nouveau monde, qui en même temps se laisse attendre, puis en même temps, il y a une autre version de l'ancien monde qui est dramatisée, qui fait vivre à tout le monde des émotions, c'est le moins qu'on puisse dire, qui nous amène facilement à basculer dans le désespoir, ou du moins la fatalité. Et je dis le désespoir, du moins la fatalité, j'aurais dû dire l'inverse, la fatalité ou du moins le désespoir. Parce que la fatalité, c'est d'imaginer que ça va toujours être pire, alors que l'espoir nous fait dire quoi? Nous fait dire que cette situation-là permet aux êtres de choisir le chemin de la lumière. Et nécessairement, ce chemin-là doit se faire en accompagnant nos ombres. Je le dis toujours comme ça. Le chemin de la lumière, c'est de retrouver notre lumière pour éclairer nos ombres et non pour se débarrasser de nos ombres. Les ombres font partie du chemin. Donc, en ce moment, on est tous, je ne sais pas si le terme exacerbé, mais en tout cas, moi, je peux dire que je suis assez exacerbé un peu. En fait, je suis comment je pourrais me décrire? Je suis rempli d'espoir, puis en même temps, j'observe la situation actuelle comme étant une situation, un miroir grossissant d'une incohérence qu'on a vécue pendant tellement de décennies, de siècles, à imaginer que seule la matière existait et que l'invisible était soit complètement magnifié comme quelque chose d'inaccessible à l'autre bout, au paradis, et comme s'il y avait un clivage entre les deux, comme si la vie terrestre était en attendant d'être là-bas. Ou bien il n'y a rien d'autre, il n'y a que la matière. Et dans les deux cas, on a tellement séparé le visible et l'invisible qu'on a oublié qu'on est d'abord des êtres spirituels qui proviennent d'un monde d'amour dans une expérience et que la matière n'est pas séparée de l'invisible, elle est la partie visible d'un monde invisible. Tout ça est interrelié de façon magistrale. Donc la mémoire, elle est invisible, mais elle est son point d'ancrage visible. Et c'est à partir de la partie visible de la mémoire qu'on peut prendre conscience qu'on a une mémoire.
Comme je le disais en début de capsule, les gens qui portent la mémoire d'être assaillis, envahis, perte de pouvoir vont attirer des envahisseurs. Donc, on peut dire que planétairement, on a créé un scénario où il y a des énergies qui ont beaucoup de contrôle, on va le dire comme ça, et qui nous reflètent toutes les zones où on a nous-mêmes abandonné notre pouvoir pour plein de raisons. Par culpabilité, par déni, par sensation d'être trop petit, de ne pas être capable d'y arriver. Et tout ça est très confrontant si on rentre dans ce que je disais tout à l'heure, l'énergie du désespoir qui nous fait sentir encore plus petit dans toute cette énergie actuelle, alors que si on comprend qui on est et qu'on comprend que ce qui est à l'extérieur est justement le reflet du décalage qu'on a vécu pendant toutes ces années-là et qui nous permet, comme une mémoire collective, de dire « OK, là, je retrouve mon pouvoir et je comprends aujourd'hui qui je suis. Je comprends que tout ça est une merveilleuse mise en scène et que j'utilise les émotions, c'est-à-dire que je ne suis pas déconnecté des émotions. Si j'écoute une nouvelle qui me fait « Mon Dieu, ça y est, c'est la fin du monde », ben il faut que je sois présent à cette émotion-là. Je ne peux pas juste dire « Je regarde ailleurs, je vais voir les fleurs ». Mais en même temps, si je me nourris de cette émotion-là, puis je passe la journée là-dedans, c'est pas plus intéressant non plus. Mais on a un équilibre à atteindre, je le dirais comme ça. Et en ce moment, cette mémoire-là, collective, bien, elle cherche une résolution collective, sauf que collectivement, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est de travailler sur nous et d'être cohérent avec ce qu'on vit, ce qu'on ressent, tout en maintenant l'énergie d'un nouveau monde. Je ne dirais pas l'énergie de l'espoir, parce que l'espoir est un peu comme « Ah, j'ai l'espoir que... » un peu comme si j'achetais de la loterie, puis j'ai l'espoir que ça va fonctionner. C'est très différent pour moi de créer le nouveau monde que de prier pour le nouveau monde ou d'espérer le nouveau monde. Pour moi, à partir du moment où on est en contact avec nos émotions de désespoir, de panique et tout ce qui vient avec, et qu'on se donne l'espace pour les ressentir, tout de suite après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le point zéro, qui est une accalmie, comme un centre de l'ouragan, je pense, l'œil de la tempête. Et dans cet espace-là, là, on retrouve le point zéro. Et à partir du point zéro, là, on peut créer sa nouvelle réalité, là où on crée un espace de nouveau monde, du moins les émotions qui représentent pour nous un monde idéalisé. On n'a pas besoin de tout connaître, le futur, pour savoir comment cette planète-là serait mieux, qu'est-ce qui pourrait amener un mieux-être collectif et individuel sur la planète, et nécessairement un mieux-être de la planète en elle-même, de l'environnement et de tout ce qui est avec. Donc, la proposition, c'est d'être à la fois connecté avec ce qu'on vit en ce moment, sans renier rien, et se donner le droit d'en vivre les émotions si on est vraiment dans une dramatisation et qu'on a de la difficulté à sortir de là. Ma suggestion, c'est d'entrer dans la dramatisation, du moins comme une mise en scène, mais une mise en scène dans laquelle on est un acteur sérieux, pas un amateur, quelqu'un qui prend son rôle au sérieux. C'est-à-dire, je vais vraiment vivre les émotions qui vont avec, mais je sais de l'autre côté que c'est une pièce de théâtre, et lorsque je quitte et j'enlève mes vêtements, là, je redeviens l'être souverain et je crée ma nouvelle réalité. D'ailleurs, ça m'amène à ouvrir une petite parenthèse. Si j'avais envie de venir passer la journée avec moi sur cet atelier-là que je donne, qui s'appelle « Redevenir souverain », c'est tout le parcours qui nous amène à savoir qui on a été, qui on est, puis comment on s'est éloigné de ce chemin-là en cours de route et comment on peut redevenir. C'est beaucoup plus, je dirais, c'est une journée un peu mystique, mais c'est très concret, vous allez vous rendre compte. Si vous avez envie de venir, vous trouverez l'information sur mon site. Et j'avais surtout envie aujourd'hui de nourrir collectivement. Je ne me suis jamais positionné dans les derniers mois sur la situation parce que je la trouve délicate, puis je trouve qu'on est très polarisé. Il y a un camp, il y a l'autre camp, et chacun se positionne. Puis moi, je pense que j'ai raison dans mon camp, puis je suis sûr qu'il y a des gens qui m'écoutent puis qui sont convaincus d'avoir raison dans leur camp. Alors, est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Je pense que j'ai ma vérité, vous avez la vôtre. Donc, quand même, j'essaierai d'exposer ma vérité. Je me rends compte que ça fait juste me vulnérabiliser parce que je deviens plus
tendu, puis je me rends compte que ça touche à une partie de moi qui veut avoir raison, je pense. Et la vérité est beaucoup plus large que ça, c'est-à-dire qu'on est 7 milliards d'êtres humains, puis il y a 7 milliards de vérités, comme il y a 7 milliards de corps physiques. Au même titre que je ne crois pas à des régimes, comme on dit en anglais, one size fits all, qui marchent pour tout le monde. Il y a des gens qui tolèrent bien tel aliment, d'autres ne le tolèrent pas du tout. Est-ce que c'est un bon aliment, un mauvais aliment? Ça dépend. On peut s'entendre que les frites sont peut-être généralement un mauvais aliment, puis peut-être l'eau de source naturelle est un aliment qui doit aller à tout le monde, mais entre ces deux paramètres-là, il y a beaucoup de nuances. Et je crois que c'est la même chose pour les êtres humains. Il y a peut-être des êtres des vérités qui sont universelles, des vérités qui sont tout à fait à l'opposé d'être universelles, mais entre les deux, il y a tout un monde de nuances et de subtilités. Et je prie et j'émets l'intention sincère que l'année 2022 soit une année où les êtres retrouveront la voie du milieu, ou du moins tendront vers la voie du milieu, et que les polarités se retrouvent au centre. Alors, c'est mon souhait. Je vous souhaite à tous un très beau début d'année, une belle année 2022, et je nous souhaite collectivement une paix intérieure et extérieure. Salutations à tous. Bonne journée. Au revoir.